Bienvenue à tous à cette session de webinaire en Facebook Live. Donc, salut Nelly. Bonjour. Merci d'être avec Printemps numérique aujourd'hui. Donc, l'activité se passe dans le cadre du Mois numérique jeunesse. Mois numérique jeunesse, c'est un rendez-vous pour les 35 ans et moins qui a lieu tout au long du mois de février et jusqu'au 6 mars. Pour cette troisième édition du Mois numérique jeunesse, on présente une nouvelle plateforme facile à trouver donc sur le web en tapant mnj.québec. Vous y trouverez là, vraiment une foule d'activités en ligne, en présentiel aussi, parce que de plus en plus, ça réouvre. Je fais comme ça. Et puis, alors, on a proposé cette session webinaire avec Nelly aujourd'hui parce qu'on sait que vous l'appréciez tous et nous aussi au Printemps numérique. Elle pourra nous introduire sur des notions de citoyenneté numérique, un peu la situation au Québec là, actuellement et puis plus précisément un enjeu qu'on aborde comme thématique en ce moment dans le mois numérique jeunesse qui est la transparence. Donc, salut Jonathan le prof qui est notre ambassadeur du mois numérique jeunesse cette année, qui est très excité là, déjà de t'entendre. Et on va vous demander de vous servir du chat pour interagir avec Nelly sous forme de questions parce qu'elle pourra être là justement pour y répondre. Donc, s'il te plaît, si vous interagissez en commentaire, on s'attend surtout à recevoir des questions de votre part. Je précise aussi que le webinaire est offert dans le cadre de la table de concertation en littératie numérique du Québec. C'est une table intersectorielle, interrégionale qui rassemble vraiment un beau réseau d'acteurs qui œuvrent en littératie numérique, mais qui se posent aussi beaucoup des questions là, sur comment bien offrir aux jeunes des activités, comment parfaire leurs habiletés en numérique et les introduire aux enjeux de citoyenneté numérique. Alors, Nelly, tu es déjà tout de suite à l'écran avec moi. Normalement, je serais seule pour t'introduire, puis après, je te passerai la parole, mais je veux expliquer aux gens qu'on faisait des blagues peut-être un peu plates. On se demandait là, si c'est pas la situation en Ukraine en ce moment, mais normalement, on est dans un autre studio, là, Facebook Live. C'est pour ça qu'apparaît propulsé par StreamYard aujourd'hui à notre écran parce qu'on n'a pas pu faire comme à l'habitude et on a dû improviser dans un nouveau studio en live avec vous. Donc, c'est bon, on rebondit, tout se passe bien jusqu'ici. Puis, j'aimerais vous inviter aussi, pendant que j'introduis Nelly, à partager cette vidéo si possible. C'est de cette façon-là qu'on peut rejoindre des gens, les informer, puis tous entre nous, nous éduquer aux enjeux de citoyenneté numérique aujourd'hui, mais surtout aussi comment transmettre aux jeunes après, comment les accompagner sur ces questions-là, comment en parler, parce que ce que j'entends, si je sors des mots-clés là, jusqu'ici, pas que de la part des jeunes là, dans les activités qu'on offre ce mois-ci, mais de la part aussi d'acteurs là, qui œuvrent dans ce réseau-là, puis des enseignants. C'est quoi ça, la transparence? C'est un peu abstrait, encore des fois. C'est la jungle, j'entends ça. C'est une responsabilité qui vient de nous, qui partageons nos données, ou des entreprises qui offront leurs services. Est-ce que c'est un peu des deux? Donc, merci Nelly à l'avance de nous démêler. Puis, je vais à partir de maintenant te laisser la parole. Puis, je te souhaite un bon webinaire. Merci à tous pour vos questions à l'avance. Alors, je suis vraiment contente de vous éclaircir sur cet enjeu spécifique de la transparence, mais avant tout, je vais quand même rappeler c'est quoi quoi ça, être un citoyen numérique? C'est quoi? Est-ce que c'est le fait d'être. En fait, ce n'est pas le fait d'être uniquement fonctionnel avec des outils du numérique, mais c'est surtout d'avoir une réflexion qui est critique, des comportements sécuritaires, puis avoir une participation responsable au monde du numérique. Ça, c'est important de le comprendre parce qu'on a souvent le mythe que les jeunes sont très à l'aise avec le numérique. Effectivement, au niveau technique de l'utilisation d'outils, ils performent. Mais sur ces questions-là, de comprendre les enjeux, pas toujours. Et c'est justement là, à mon avis, où on doit prendre le plus de place. Par exemple, un bon citoyen numérique qui a réfléchi à ces questions-là va être capable d'identifier du cyberharcèlement quand il envoie, il va y réagir. Il ne va pas publier des photos de personnes sans leur consentement. Il va être capable de reconnaître une fausse nouvelle. Il va même avertir la personne qui l'a partagée. Ça, c'est quelques exemples là, qui vont plus loin que d'être capable de faire un retweet sur Twitter, n'est-ce pas? Donc, c'est pas juste être à l'aise avec la technologie, c'est d'être capable de l'utiliser aussi de façon appropriée et surtout éthique. Et il faut comprendre que les technologies de l'information ont évolué en technologie de communication et on peut dire en technologie de socialisation et avec l'arrivée à nos portes
des métavers, du web du futur qui sera interconnecté avec plein d'objets, puis bref, qui peut nous faire avoir l'impression qu'on va pénétrer dans un monde de science-fiction. Dans tous les cas, le numérique est résolument très présent dans toutes les sphères de nos vies. Alors, pour être un citoyen, il faut rajouter nécessairement cette dimension-là à travers tout le spectre de notre existence. Il y a toujours eu une espèce de tension entre secret et partage, opacité et transparence, technologie de guerre et technologie de l'intelligence. L'Internet et le numérique se sont vraiment développés dans cette tension constante entre utopie et dystopie. Puis, la transparence est un enjeu central là-dedans et ça m'amène à vous expliquer de quoi on parle, puis c'est quoi les enjeux de la transparence. Bon, la définition de la transparence, c'est le caractère quasi immatériel, évanescent ou translucide d'une forme, mais la propriété, c'est de laisser voir ce qui se trouve derrière. Alors, c'est à ça qu'on fait référence par transparence. Est-ce qu'on peut voir ce qui se trouve derrière? Quelle est la motivation d'une plateforme sur laquelle on évolue à récolter des données, à nous proposer des outils, etc. Alors, c'est cet aspect-là que l'on désigne par transparence dans le monde du numérique. Sauf que cet enjeu de transparence soulève toutes sortes de problèmes dont je vais vous faire part aujourd'hui et qu'il faut comprendre pour être justement des meilleurs citoyens du numérique avec une meilleure littératie. Parce que, bon, il y a deux problèmes avec la transparence. Disons qu'un des premiers problèmes, c'est il y a trois éléments qui sont à prendre en compte en tant que citoyen quand on navigue là-dedans. Il y a est-ce qu'on a une bonne littératie de comprendre justement qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est perspicace pour voir justement quand est-ce qu'il y a des éléments qui sont en train de se passer? Et est-ce qu'on a une préoccupation par rapport à notre vie privée? Et ce sont ces trois éléments-là qui vont un peu générer notre réaction par rapport à une plateforme qui est transparente ou pas. Puis là, je vais donner un exemple concret. OK? Je vais parler des cookies. En rappel, des cookies, c'est ce qu'on appelle aussi des témoins de connexion. Ça, là, c'est des petits codes qui sont installés sur la plupart des sites web et qui font en sorte qu'on est capable d'espionner ce que les utilisateurs, les navigateurs du web sont en train de faire. Ça a plein d'utilités super fonctionnelles. Exemple, si vous retournez sur le site de, par exemple, Radio-Canada, on sait dans quelle ville vous êtes. Si on vous propose la radio, on sait que c'est la radio de votre ville. On sait que, bon, dans le cas de Radio-Canada, c'est pas vraiment pertinent, mais bref, le média peut apercevoir que vous aimez mieux quand c'est en français ou en anglais. Et même, éventuellement, certains sites plus complexes comprennent quelles sont vos préférences en vous poussant ce que vous avez visité la dernière fois comme type de section dans le site web. On peut aller beaucoup plus loin en ouvrant un profil, en créant un profil qui, là, va compiler encore plus d'informations sur votre utilisation d'un site. Mais les cookies, c'est la chose qui peut susciter le plus de problèmes au niveau de la transparence. Parce que, bon, le cookie est en train d'observer ce que vous faites puis de récolter des données. Dans un but vraiment noble de simplement vous offrir un meilleur service, je veux dire, il n'y a pas de problème. Et c'est là le problème, disons, l'enjeu de la transparence. Parce qu'en tant que personne qui navigue, en tant qu'internaute, ça devient difficile de savoir qu'est-ce qui se passe puis quels sont les enjeux. Parce qu'il y a deux positions possibles. L'exemple de la personne qui se dit, bah, ça ne me dérange pas que mes données soient récoltées parce que souvent, bon, déjà, on répond oui, je suis à l'aise avec le fait qu'on récolte des données sur moi. Puis les plus jeunes vont même souvent avoir tendance à se dire, ben, je vois pas trop c'est quoi le problème, c'est anonymisé. Parce qu'effectivement, en général, c'est ça, c'est le cas, c'est anonymisé. C'est-à-dire que il n'y a pas votre nom avec la liste de tout ce que vous avez fait quelque part sur le web. C'est des mécanismes qui font en sorte qu'après ça, il y a du micro-profilage publicitaire qui fait que on reconnaît qu'avec votre profil, puis on est capable de vous pousser de la pub, mais il n'y a personne qui a cette fiche à votre sujet. Puis à partir du moment où on a ce niveau de littératie numérique qui nous permet de comprendre c'est quoi le fait d'anonymiser des données, on peut avoir justement cette espèce de réflexion sur le fait que ben, c'est pas grave. Puis en plus,
il peut y avoir la perception que c'est un service, en fait, parce que les publicités sont plus adéquates. Alors, on a l'impression d'avoir des robots qui magasinent pour nous, qui nous proposent déjà des objets de consommation convoités par nous quand on n'a pas le temps de magasiner, puis que c'est comme si c'était du magasinage automatique. Alors, ça peut aller jusqu'à cette espèce de, disons, de laxisme par rapport à la récolte de données. Et il y a l'autre extrême qui, elle, est exagérément en panique et qui veut tellement se protéger de cette récolte de données, étant persuadée qu'il y a justement une liste à son sujet, qu'on est sous écoute, ou etc., qu'il y a une surexagération de ce qui est fait avec cette récolte de données-là, qui fait en sorte qu'une personne peut se retrouver paralysée sur le web, à ne plus savoir comment opérer. Et dans les deux cas, c'est un problème de transparence qui va plus loin que ce qui est divulgué par les entreprises. Alors, je m'explique. Parce que déjà, si vous êtes en train de naviguer sur un site web et que vous voyez apparaître la fameuse, la fameuse fenêtre surgissante qui vous demande acceptez-vous les cookies? Bon, déjà, ça, c'est un problème parce que est-ce que vraiment les entreprises sont transparentes dans leur façon de vous proposer de dire oui ou non aux cookies? Souvent, c'est incompréhensible. Juste de savoir qui récolte, on ne comprend pas trop. Pourquoi, on ne comprend pas trop. Et si c'est mentionné, c'est tellement long à lire que le poids entre dire oui ou dire non n'est pas équivalent. Dire OK, c'est réglé, on passe tout de suite au site web. Tandis que d'évaluer si on veut dire oui ou non, c'est tellement long et lourd qu'on dit oui. Alors ça devient un enjeu. L'espèce de non-équivalence entre le oui et le non est un enjeu de transparence. Et en tant que citoyen averti, vous ne pouvez rien y faire parce que ça, c'est le fait des entreprises qui décident de vous informer ou pas. Ils pouvaient même vous dire, ben là, ils m'informent de comment sont gérés mes cookies, c'est une bonne nouvelle. Alors, ça vous donne même l'impression que l'entreprise a quelque chose d'éthique et de sincère à cet égard. Alors que dans les faits, je sais qu'il y a le règlement du numérique européen, le fameux RGPD, est en train d'entreprendre carrément des poursuites à cet égard parce qu'il demande à ce que ce soit aussi simple de dire oui que de dire non. Donc, il y a vraiment plus de simplicité dans la façon de faire comprendre les deux enjeux et de ne pas limiter l'accès ou de ne pas rajouter un délai plus lourd et plus long pour avoir accès aux informations. Et je vais rajouter une autre couche à ça parce qu'au-delà du fait que c'est difficile de dire non, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a le fait de se dire, ben là, les données sont anonymisées, donc c'est pas grave. Et ça arrive quand on n'a pas compris les enjeux qui sont plus globaux de ce qu'on appelle le big data. Le big data, c'est cette espèce de phénomène de récolte de données massive qui permet à des entreprises pharaoniques sur le web, que vous connaissez tous, Google, Amazon, Facebook, de vraiment tellement avoir de données sur nos comportements qu'on en vient à être capable d'avoir un système d'intelligence artificielle de prédiction qui, est- qui fait peur, qui donne l'impression qu'on est sous écoute tellement c'est concordant, on est capable de prévoir quand est-ce qu'on va vouloir faire certains achats ou certaines actions. Et ça, c'est possible, pas parce qu'on a fait une liste, encore une fois, à votre sujet de façon spécifique, mais parce qu'il y a toute une mécanique hyper complexe derrière. Hein, quand je parlais de la transparence, de voir ce qui se trouve derrière, cette mécanique-là, elle est hyper complexe et permet exactement de savoir qui va faire quoi. Et c'est collectivement que ça devient un problème, ça. Et c'est collectivement que ça devient un enjeu de vie privée. Que même si, ultimement, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire Ah, Nelly Brière, bon, elle aime les chats, elle s'intéresse au numérique, elle porte du noir. Il y a peut-être personne qui peut faire ça, mais il y a des intelligences artificielles qui sont capables de cibler chacun de ces aspects-là et de les mettre en conjoncture, en addition, de façon mécanique. Donc, ma vie privée est-elle encore préservée à ce moment-là? C'est une question philosophique. Oui et non, parce qu'on est capable de nous prévoir tous, tant chacun. Et qui est capable de le faire? Des entreprises privées qui capitalisent là-dessus. Alors ça, c'est un gros enjeu de la transparence qui est, hélas, on peut individuellement, ça devient très difficile de réagir à ça. On peut faire de l'éducation populaire pour inciter les gens à justement refuser le plus possible cette récolte de données-là, puis à subir
le fait que c'est plus désagréable, le web, quand on est moins bien ciblé. Effectivement. Fait qu'est-ce qu'on est prêt à faire ça? C'est un peu comme de demander aux gens de recycler. C'est comme un fardeau individuel qui est très lourd à porter puis qui peut même être décourageant parfois parce que des fois, on se dit, moi, là, c'est compliqué de recycler ma petite bouteille alors que c'est une goutte d'eau dans l'océan de tous ceux qui s'en préoccupent pas. Donc, oui, bien sûr, le comportement individuel peut être un facteur, mais je pense que comme dans le cas des enjeux environnementaux, c'est quelque chose qui doit être plus grand que nous. Et c'est donc important de se préoccuper de cet enjeu-là, entre autres parce que c'est le fait que les individus, le civil s'intéresse à ça, qui va faire en sorte que le politique va s'intéresser à ça. Parce que veut-on vraiment laisser ça entre les mains d'entreprises privées? Et là, j'arrive avec un autre problème de ça, c'est le fait que ces entreprises, c'est que ça devient, par exemple, si une entreprise veut être transparente, c'est très, très complexe de l'être dans le fait, dans simplement le fait d'expliquer comment ça marche. Parce que voir ce qui se trouve derrière, c'est des intelligences autonomes hyper complexes et c'est impossible de les expliquer simplement de façon vulgarisée pour que tout le monde comprenne les tenants et les aboutissants de ça. Alors, c'est presque une éducation qui doit se passer sur des années à partir de la petite école, à mon avis, pour comprendre ces enjeux-là, parce que ça ne se comprend pas, ça ne se saisit pas comme aussi facilement. Et les entreprises ne sont pas nécessairement les mieux positionnées pour expliquer ces phénomènes-là parce que souvent, elles ne sont qu'une partie de la trame. C'est comme si on demandait aux entreprises, comme, je ne sais pas moi, les entreprises qui vendent je ne sais pas moi, les entreprises qui utilisent le plastique, de nous expliquer à chaque fois quels sont les enjeux environnementaux en lien avec le fait de ne pas recycler le plastique. Donc, est-ce que c'est vraiment aux entreprises privées de le faire? Est-ce qu'on veut vraiment leur laisser faire ça? Parce que à date, quand on leur demande de générer de la transparence, c'est souvent davantage de la manipulation qui se produit parce qu'elles ont des entreprises ne sont pas toujours canadiennes, n'est-ce pas? Sont bien plus souvent étrangères et particulièrement souvent américaines. Et surtout, les entreprises privées américaines ont des pressions de profit hallucinantes qui vont prioriser souvent le fait de faire des profits avant de se préoccuper du bien des citoyens avant tout. Donc, c'est peut-être une préoccupation de nature plutôt politique. J'ajoute à ça que, bon, depuis tout à l'heure, je vous parle de l'utilisateur sur Internet. Mais là, il y a un autre aspect au Québec particulièrement, mais partout, mais que je pense mériterait d'être davantage connu ici. C'est le fait qu'au-delà d'être quelqu'un qui visite des sites web, il y a plein de gens qui manipulent des sites web, OK? Et pas juste des grosses entreprises. Plein de petites entreprises, d'organisations, les écoles ont des fois des sites web, OK? Et dans la majorité des cas, les gens qui possèdent un site web ont un comportement non éthique sans le savoir et non transparent. Je m'explique. Par exemple, j'ai un site web et là, je me dis, hey, j'aimerais ça pouvoir savoir combien de gens viennent sur mon site web pour l'améliorer. Ah, je peux installer Google Analytics. C'est fantastique. Il va pouvoir me donner des statistiques de navigation sur mon site web. Là, c'est gratuit, on l'installe. Mais quand on fait ça, on est en train d'installer, dans le fond, un témoin de connexion, un cookie dans l'entreprise qui appartient à Google. Pensez pas que Google va seulement placer un petit espion qui va vous servir vous personnellement. Lorsque le propriétaire d'un site web fait ça, il est en train de divulguer, de donner toute l'information de ce qui se passe sur son site web à Google. Et le réflexe, c'est pas d'informer les gens qui viennent sur le site web. Attention, il y a un cookie de Google. D'ailleurs, ici, il n'y a pas d'obligation d'avertir les gens qu'il y a des cookies sur notre site web. Et comme je vous le disais, la majorité des gens qui opèrent des sites web, des fois, ne le savent même pas que ça, c'est des cookies et qui sont en train de donner gratuitement des données sur les gens qui viennent sur leur site web sans même les avertir. Fait que vous voyez, fait que ça, c'est un problème de littératie numérique des gens qui opèrent les sites web. Puis là, je donne l'exemple de Google, mais il y en a plein d'autres. Je veux une boutique automatisée. Je veux faire de la pub sur Facebook, alors je vais installer le petit pixel de conversion. Puis on le sait, surtout, d'autant plus que les publicités sur les petites plateformes, désormais, la clientèle qui est visée, c'est les petites entreprises qui n'ont pas beaucoup d'argent parce que ça leur permet de faire des pubs avec 50 par exemple. Alors, elles ont vite envie d'installer
les petits mécanismes sur leur site web pour que ça fonctionne, mais elles ne sont pas outillées pour se rendre compte que, oh, je suis en train d'installer un espion de Facebook, puis mes clients ou les visiteurs de mon site web sont tout à coup espionnés par Facebook. Parce que c'est la multitude de ce qu'on appelle des cookies tiers, en fait, sur la diversité des sites qui fait en sorte que Facebook, en bout de ligne, a tellement de données à notre sujet que ça devient sa nourriture pour créer les intelligences artificielles. Et c'est ça le phénomène du big data. OK? Donc, même l'utilisateur qui voudrait se prémunir de tout ça, ben, peut difficilement le faire ici parce qu'il n'y a pas de loi qui oblige les sites à vous divulguer le fait qu'il y a des cookies qui sont en train de vous espionner. Bon, vous pouvez toujours utiliser Firefox. D'ailleurs, ça, c'est un conseil que vous pouvez offrir à tout un chacun. Tout ce qui vient de la suite de Mozilla, Mozilla, en fait, c'est un OBNL déjà, c'est une compagnie qui est en économie sociale. C'est toujours un facteur avec un petit peu plus de confiance au niveau de la préoccupation, des préoccupations citoyennes, là. Et Mozilla propose des outils qui veulent protéger justement, c'est un peu de l'activisme de communication, d'outils de communication. Donc, Firefox est super, c'est pour ça, parce qu'il vous protège des cookies. Sauf que il y a plein de fonctionnalités qui ne sont pas effectives dans ce temps-là. Alors, des fois, on va revenir à Chrome parce que ça ne marche pas sur Firefox. Là, vous allez me dire, peut-être certains d'entre vous, ah ben Nelly, la bonne nouvelle, c'est qu'on a entendu dire, parce que peut-être que vous n'en avez pas entendu parler, mais on a entendu dire qu'il y allait avoir bientôt la fin des cookies, là, que même Chrome allait arrêter là, de permettre l'installation de ces petits témoins de connexion-là, puis qu'on allait même pouvoir choisir si les gens peuvent nous envoyer, s'il y a des compagnies qui peuvent nous cibler avec de la publicité et tout. Il y en a d'autres qui vont me dire, hey, sur Apple, on ne peut plus me cibler avec des publicités, j'ai le droit de dire non, j'ai le droit d'être caché, j'ai le droit d'être pas vu. Mais ça, c'est déjà, ça devient un problème parce que, en fait, on arrive un peu tard dans la situation. Et déjà, Google, Facebook, Amazon, toutes ces grandes entreprises-là, les GAFAM, on les appelle, et même plus, possèdent déjà tellement de données qu'ils sont déjà capables d'avoir des mécanismes super effectifs. Ils n'ont plus besoin d'avoir beaucoup d'informations à votre sujet pour faire des spéculations sur le reste. Et qu'en instaurant ces espèces de protections populaires, bien, on vient de bloquer l'accès à toutes les petites entreprises qui voudraient leur faire concurrence dans le futur. Parce qu'en passant, ces techniques-là sont maintenant utilisées par les petits médias locaux d'information que vous avez près de chez vous, par des petites entreprises d'ici qui se disent, ah ben dans le fond, c'est ça le nouveau marché de la publicité. Donc, si on veut vendre des espaces publicitaires, il faut qu'on récolte des données. Alors, tout le monde s'est mis à faire ça un peu tard. Un peu tard et bon, peut-être aussi à cause de certains soucis éthiques et pour pouvoir concurrencer ces grands géants du web. Mais là, ils pourront pas parce qu'ils pourront pas ramasser assez de données pour faire travailler puis développer les mêmes valeurs d'intelligence artificielle déjà possédées par les entreprises. Fait que là, on est comme dans un problème, un gros problème, en fait, de société par rapport à ça. La solution, c'est quoi? La solution, évidemment, c'est des encadrements. Des encadrements politiques, à mon avis, et qui vont survenir et être proposés à partir du moment où les gens comprendront ces enjeux-là davantage. Il y a quand même des initiatives de plus en plus, étant donné que les gens se préoccupent de la vie privée, il y a des initiatives qui sont en train d'émerger pour justement vous vendre qu'on protège votre vie privée, n'est-ce pas? C'est donc un phénomène du système économique qui fait en sorte que, bon, ben, on va avoir un peu de protection. Ben, est-ce que ça va aller assez loin? Est-ce que ça va se faire de la bonne façon? C'est ce qu'il va falloir qu'on surveille. On a des réglementations ici, par exemple, sur pour protéger la vie privée des Canadiens. On a une commission qui est spécialisée là-dessus et qui vraiment, là, la loi est super bien faite. D'ailleurs, quand on va lire là-dessus, il y a plein de choses qui enfreignent, à mon avis, nos lois ici, là, dans les comportements du numérique. Puis ça, c'est un autre problème que j'amène ici parce qu'au-delà des lois, parce qu'on peut se dire, ah, ben, il y a quand même des lois qui sont déjà là, comment ça se fait que c'est pas appliqué? Ben, l'autre problème, c'est l'application. Puis là, je vais vous donner un exemple de cas qui sont importants à envisager. C'est que, bon, par exemple,
si vous allez sur Facebook ou Twitter, etc., puis qu'il y a des images de vous sur ces plateformes-là, ben il y a une entente déjà quand vous utilisez ces services-là. Euh, Est-ce que tu connais une bonne source vulgarisée au sujet des cookies et de leur fonctionnement et enjeux? Non. J'avais fait un texte pour l'Iris où j'expliquais un peu ça. Je sais que j'ai fait un petit segment pour l'émission en ligne à Télé-Québec où j'explique les cookies en genre 2 minutes, là, mais c'est sûr que c'est 2 minutes. Alors tu sais, c'est limité, là, dans ce que je peux, expliquer là-dessus. Mais ça, c'est un enjeu qui mérite d'être, peut-être un peu plus surexposé. Alors, non, je n'en connais pas. Que penser de nouvelles idées de Google d'éliminer les cookies et de les remplacer par d'autres choses? Ben, c'est une bonne chose, mais c'est ça, en même temps, c'est que ça va protéger les acquis de Google. Fait que, tu sais, l'entreprise le fait en présentant patte blanche, mais c'est très vendeur en même temps. Elle se protège parce qu'elle le sait de toute façon qu'on va s'en aller vers ça. Il y aura, j'imagine, je peux pas croire, des réglementations qui vont émerger éventuellement de ce côté-ci là, de la planète, là, parce qu'on est vraiment dans le spectre de protection là, des individus. On est le Far West ici. Autant ça va trop loin peut-être de l'autre côté, là, en Chine et tout ça, où est-ce que les enjeux de droit sont extrêmes. Il n'y a plus de contrôle, c'est centralisé par le gouvernement. En Europe, on a une proposition intéressante où il y a de la réglementation qui est faite. On a commencé à augmenter les moyens de les mettre en application. Et c'est ça que je suis en train d'expliquer. C'est que même si on a des lois, il faut avoir les moyens. Si le bâton, c'est comme tu as 100 pièces d'amende, on s'entend-tu que Facebook pourra ne pas s'en préoccuper de ces amendes-là. Après ça, ça va être est-ce que les entreprises ont envie de respecter la loi? Et l'exemple que j'allais donner, c'est que dans le cas de Facebook et Twitter, etc., même s'il y a des images de vous sur les plateformes, ben ces images-là, ils garantissent qu'ils ne vont pas les revendre, qu'ils ne vont pas les redonner, puis etc. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu un scandale avec Cambridge Analytica, pour ceux qui se souviennent, c'est que on n'avait pas bien protégé les données. Là. Fait que le concept, c'est comme si j'ai des données qui sont sur Facebook, je veux qu'elles soient protégées, puis que Facebook ne les revende pas à personne. OK? Mais là, il y a une entreprise qui s'appelle Clearview AI. C'est une entreprise qui est dans la reconnaissance des visages. OK? La reconnaissance, voyons, c'est ça, ouais, j'ai comme un blanc, là, bref, facial, c'est ça le mot que je cherchais. Bref, dans la reconnaissance faciale, et eux, ils sont allés shipper, voler toutes les données d'images de nos visages sur Twitter, sur Facebook, sur Google. Ils ont enfreint les règles de ces plateformes-là, sont allés les récolter sûrement avec un système robotisé, avec tous les liens vers les informations contenues sur ces plateformes-là. Donc, tout ce qu'on sait, par exemple, tout ce qui est public sur votre profil Facebook est relié à votre face. Puis ce logiciel-là a entraîné ces intelligences artificielles hyper performantes avec des images volées. Et là, il y a des poursuites de la part de Google, de la part de Facebook, comme la guerre des titans là, qui se passe au niveau juridique pour avoir fait ça. Le commissaire canadien a carrément interdit l'utilisation de Clearview AI parce qu'il y avait quand même des systèmes de police là, qui s'étaient mis à utiliser ça. Ça, c'est une entrave épouvantable dans nos vies privées. Ça fait que tu te promènes sur la rue, puis si tu passes devant une maison qui utilise une caméra de sécurité, qui est connecté à Clearview AI, ben, la police pourrait savoir techniquement que tu es passé là à ce moment-là sans que tu aies idée même que ce soit possible. Fait que vous voyez, ça allait très loin là, dans l'intrusion dans nos vies privées. Et il y a eu justement le commissaire qui a dit c'est interdit, vous n'avez pas le droit, mais c'est déjà fait. L'entreprise, même si elle n'a plus le droit de vendre ses services au Canada, je veux dire, elle a quand même déjà utilisé nos images. Son intelligence artificielle est déjà capable de travailler. Donc, ça fait que la mise en application de nos lois ne permet pas de protéger et que la transparence, parce que peut-être que Twitter, Facebook ont été hyper transparents, mais ça ne protège pas que ces données-là puissent se faire voler et être utilisées d'une quelconque façon. Quelles sont les pistes de solutions pour éviter d'utiliser Google Analytics et à la fois obtenir des statistiques d'utilisation des sites web? Bonne question, Annie. En fait, ben, il faut engager un développeur pour développer. C'est ça. Mais ça, écoutez, quand on y pense, tous les services gratuits qu'on utilise sur le web et qui sont tellement rentrés dans nos usages, je veux dire, comment faire pour trouver notre chemin sans Google Maps?
comment faire pour socialiser sans Facebook ou Instagram ou Messenger, comment elles sont rentrées dans nos vies, elles deviennent presque des besoins fondamentaux pour faire partie du monde, mais elles appartiennent à des entreprises privées avec des comportements parfois qui ne sont pas éthiques. Et la seule façon de s'en sortir, c'est de cesser de les utiliser, mais en même temps, c'est impossible complètement de le faire parce que si on cesse de les utiliser, on s'exclut de la société. Donc, c'est pour ça que, à mon avis, ce que je vous dis, c'est un enjeu politique. On a besoin d'encadrement pour ça. Est-ce qu'on devrait, par exemple, interdire les cookies tiers, de faire que ben, si Google Analytics offre ce service-là, elle ne peut pas se servir des données récoltées pour elle-même. Qu'à la limite, elle va probablement se mettre à le vendre, ce service-là. Parce que c'est ça l'entente, c'est que c'est gratuit. Parce qu'en échange, tu me laisses tes données. C'est ça l'entente qu'on fait, l'entente tacite pour toutes ces gratuités qu'on utilise. Donc, à partir du moment où on ne veut plus qu'il y ait de récolte de données à notre sujet, on perd l'accès à tous ces services-là. Et ça devient très difficile de vivre dans ce contexte de vie numérique, surtout en pandémie, en se limitant l'accès de ces services-là. Donc, je pense qu'on ne peut pas faire peser ça sur le poids des individus, d'autant plus que les jeunes, les adolescents encore plus particulièrement, sont en train de construire leur identité avec ces outils-là. Et ça fait tellement partie de leur vie que l'exclusion est beaucoup plus forte et beaucoup plus violente dans leur cas. Donc, on ne peut pas leur dire, il faut que tu fasses attention à ta récolte de données, tu ne peux plus utiliser ces services-là parce que le poids à porter qui vient avec est extrêmement lourd et que ça prend presque un accompagnement pour le faire parce que justement, on peut vivre de l'exclusion par rapport à ça. Donc, ça va très loin, les enjeux de transparence dans ce que je vous dis. Fait que, au-delà de vouloir s'engager personnellement et d'être conscient que les infos. En fait, c'est le fait de s'engager à être conscient des informations personnelles qu'on accepte de partager sur Internet, de faire attention à ces renseignements personnels, de rechercher et comprendre les conditions d'utilisation et de stockage de ces données. Tout ça là, qui est dans la charte. Ça peut devenir très, très lourd à porter si on n'a pas la littératie numérique qu'il faut pour comprendre ce que ça veut dire, pour comprendre que ce n'est pas nécessairement sur nos épaules et qu'on peut parfois accepter que ces données-là soient récoltées parce que sinon, on n'a plus d'amis, on n'a plus d'activité sociale, on ne peut plus écouter de streaming, etc. Alors, c'est de faire la part des choses sur ces questions-là. Il y a des initiatives de plus en plus par des entreprises et je veux vous en parler parce qu'il est déjà 36, là, je parle beaucoup. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions spécifiques, là, parce que je veux quand même répondre à vos questions avant que ce soit terminé. Mais je veux donner des exemples de mise en place qui visent la transparence. Bon, j'ai juste 2 exemples de Facebook parce que c'est de Meta, en fait. Parce qu'à date, c'est l'entreprise qui a le plus, disons, mis le pied sur l'accélérateur sur ces questions-là parce qu'elle a été énormément attaquée dans les médias, vous comprendrez. Il y a la bibliothèque des publicités politiques de Facebook, OK, qui a été mise sur pied. Vous pouvez tous aller la visiter. Puis ça peut être vraiment un exercice intéressant à faire d'ailleurs dans les écoles avec les jeunes, en campagne électorale particulièrement. Il y en a une qui s'en vient de voir, parce qu'on peut voir quel parti a acheté quelle publicité, ont mis combien d'argent. On peut même aller voir qui a vu la publicité. Est-ce que c'est plus des femmes, des hommes, de quel âge, de quelle région. Alors ça permet d'éviter d'être manipulé. Et ça, c'est justement une transparence adéquate par rapport à un mécanisme qu'une plateforme numérique nous offre. Mais encore, faut-il que les gens s'en servent. Là, en ce moment, même les journalistes n'ont pas l'air de s'en servir tellement, alors que là-dessus, vraiment, ça permet de décortiquer. Parce que la grande question philosophique en arrière de ce genre de choses, c'est est-ce qu'on veut empêcher, par exemple, de faire de la publicité politique comme sur Twitter, ou est-ce qu'on veut savoir ces mécanismes-là? Parce que le fait de pouvoir aller les décortiquer sur Facebook permet probablement de comprendre les stratégies de communication en général de ces partis-là. Ça peut même offrir une plus grande transparence de d'autres éléments qui sortent du numérique. Alors que de l'interdire, ben, ça fait juste laisser une opacité parce qu'on le sait que dans les mécanismes traditionnels, il n'y a pas plus de transparence sur quel est le message, qui a vu quoi, parce que surtout avec l'Internet, là, ça permet de cibler des individus avec certaines pubs sans que ce soit vu par tout le monde. Là. Alors, on ne le sait pas des fois qu'il y a un parti qui est en train de faire une pub spécifique avec un groupe spécifique de la population. Alors ça, c'est un outil de transparence qui est intéressant. Puis peut-être que ça peut être une bonne idée justement de souligner les outils de transparence qui existent pour qu'on comprenne davantage cet enjeu-là. Il y a aussi le conseil indépendant de Facebook
qui est vraiment à suivre, hein. En passant, ça, je trouve ça hallucinant à quel point ça n'a pas beaucoup de visibilité, là. Mais ça, là, c'est un outil pédagogique incroyable parce qu'on voit des cas, j'explique ce que c'est, le conseil indépendant de Facebook, là, vous irez taper ça, là. C'est un conseil qui a été mis sur pied. Il y a près une quarantaine d'intervenants là-dessus qui viennent du monde entier, puis c'est pas des n'importe qui, là. C'est des gens qui ont été juges, qui ont des grands militants des droits de la personne, qui viennent de partout dans le monde, là, qui ont vraiment un pedigree hallucinant et qu'on ne peut pas remettre en doute, qui se battent pour les droits de la personne. Et ces personnes-là sont indépendantes. C'est un conseil qui est indépendant, même si ça a été financé par Meta, il y a pas de relation. C'est une espèce de cour d'appel dans lequel, si vous vivez de la censure, par exemple, vous pouvez toujours faire, oui, éduquer au lieu d'interdire, toujours. Ben bon, ça, c'est mon point de vue. Alors, si on va sur ce conseiller, on peut voir les décisions qui ont été prises avec toute l'explication, la réflexion du conseil, tu sais. Puis il y a toutes sortes de cas, puis ils font des recommandations à Facebook. Ils regardent les algorithmes, par exemple, ils vont dire, hey, ça marche pas pour tel enjeu. Et les enjeux de la transparence sont considérés là-dedans. Alors, juste d'aller lire les recommandations, les cas, les jugements de ce conseil-là, ben, ça permet une grande transparence sur les mécanismes de la plateforme, en fait, de toutes les plateformes de Meta, parce que tout est ensemble, là, qui est jugé par ce conseil-là. Puis moi, je me dis, ça serait peut-être une solution super intéressante d'avoir quelque chose d'indépendant, mais qui ne se préoccupe pas que de Facebook. Ah, j'ai manqué la question. Il y a une question qui est est-ce possible d'avoir la liste des ressources? Euh, oui, je peux vous envoyer tout de suite la bibliothèque chez les liens. Regardez bien ça. Je vois qu'il y a un chat là. Je vais vous les mettre tout de suite. Ça, c'est le lien vers la bibliothèque Facebook. Ouhou. Et le conseil, je l'ai aussi. Je vous le mets tout de suite ici. Alors, ça, c'est le conseil de l'Oversight Board. Je ne sais pas si j'avais parlé d'une autre source. En tout cas, ça, puis c'est en français. En plus, il y a vous pouvez aller voir, vous pouvez même vous abonner. Moi, je me suis abonnée sur Twitter à chaque fois qu'ils prennent des décisions. Là, il y a un cas, justement, super intéressant d'un Québécois qui avait comme publié un truc sur un wampum en rapport avec les enfants autochtones disparus, etc. Puis ça avait été modéré par les robots, puis qu'il avait fait appel, puis que finalement, Facebook a été blâmé par le conseil sur cette question-là. Il explique la problématique, il propose à Facebook comment régler ce problème-là pour pas que ça se reproduise. Alors ça, c'est super intéressant. Mais ça serait intéressant d'avoir ce genre de conseil-là qui existerait pour toutes les plateformes, pas juste Facebook puis Meta, là, que ça puisse être un truc indépendant, ça l'est déjà, qui serait peut-être relié, je sais pas moi, à l'ONU, l'UNESCO, tu sais, ça pourrait être, parce que c'est international comme problème. Est-ce que on peut faire une partie au niveau national? Fait que ça, c'est toutes des questions politiques auxquelles je ne vais pas répondre personnellement, mais auxquelles je vous invite à réfléchir et auxquelles je vous invite à faire réfléchir aussi les plus jeunes, parce que ce sont des questions qui seront centrales dans les prochaines années, mais vraiment, et qui vont augmenter en importance parce que, surtout, là, déjà, ça a beaucoup augmenté avec la pandémie et le numérique, mais ça risque de continuer à devenir encore plus important prochainement. Alors là, j'arrive juste au bon moment pour s'il n'y a pas d'autres questions, parce que je sais que vous êtes attendus dans un Zoom que je vous rappelle, mais en terminant, je voulais mentionner que cette intervention a été possible grâce au mois du numérique jeune qui a duré tout le mois de février, qui a cours jusqu'au 6 mars. Puis vous pouvez d'ailleurs aller sur la plateforme mmj.québec pour tout ça. Exactement, merci, le mois numérique de la jeunesse. Et c'est en lien à cette conférence-ci a été possible grâce à la table de concertation en littératie numérique du Québec, qui est une table très pertinente parce que pour moi, la littératie numérique, c'est la clé. C'est ce qui va mener à vivre dans un monde meilleur et où la transparence ne sera plus que le fardeau des individus. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors, je vous souhaite un excellent Zoom et au plaisir de se recroiser dans le merveilleux monde de la littératie numérique et de la jeunesse. Et je vous invite aussi à
à suivre en ligne mon émission à Télé-Québec parce que quand même, on fait de la littératie numérique et on s'intéresse aux questions éthiques de citoyenneté. Merci beaucoup, Maxime, et au revoir à tous.